Voici la gare de Okuo-Ikojo, blottie au milieu de ce grand lac au creux des montagnes. Ouais, c'est bien une gare. Ouais, il y a bien des trains qui passent, hein, regardez là. Et bon, ouais, c'est loin d'être la gare la plus fréquentée du Japon, hein, mais il y a quand même des gens qui s'agglutinent un peu quand il fait beau. Et pourtant, elle ne dessert rien du tout. Enfin, si, maintenant ils ont collé un café. Oui, mais à la base, elle ne desservait rien. À part, bien sûr, ces magnifiques et aventureux paysages. Mais alors vous me direz, pourquoi? Oui, pourquoi est-ce qu'ils ont construit une gare ici, au milieu de nulle part, sur ce tout petit bout de terre? Donc là, on est au milieu du pont de la gare de Okuo-Ikojo. Je viens de m'arrêter, on est au milieu de cette espèce de grande étendue d'eau. Et c'est trop beau, l'eau turquoise là, les koyo, enfin toutes les couleurs d'automne là qui apparaissent, c'est complètement dingue. Il y a un soleil qui vient de là. Là on voit plus d'ailleurs. Il y a un soleil qui vient de là qui éclaire tout. C'est magnifique. C'est trop beau. En fait, juste derrière moi là, on peut distinguer, c'est l'ancienne voie ferrée parce qu'en fait ici, ça a été inondé pour faire le barrage qui est plus bas. Donc ça, c'est les restes d'une voie ferrée beaucoup de choses ont été inondées et donc cette ancienne voie ferrée a été inondée. Et ouais, cet endroit n'existait pas comme ça autrefois. Une vallée toute entière a été transformée. Une partie de l'ancienne voie ferrée a été noyée et ce qui est devenu aujourd'hui l'un des paysages ferroviaires les plus époustouflants du Japon est né par hasard d'un gigantesque chantier hydroélectrique. Mais bon, là, on est vraiment haut dans les montagnes, hein. On va redescendre un peu. On reviendra pour le grand final ici. Pour l'instant, on profite de ça. C'est juste magnifique. Mais d'abord... Ouais, si vous avez un peu de chance, pour venir jusqu'ici, vous embarquerez dans une pièce de musée roulante. Bienvenue dans ce vieux Limited Express série 16000, anciennement Kintetsu, qui roulait vers Osaka dès 1966. Maintenant, ce vaisseau temporel circule en tant que train local, normal, mais on peut profiter de ces sièges d'époque usés et rapiécés. Et je parle de musée, mais même dans les musées, ce genre de siège est en meilleur état. Alors je vous en ai déjà parlé, mais les compagnies privées, comme ici à Oigawa, n'ont vraiment pas beaucoup d'argent et doivent assurer au mieux le service. Elles achètent donc du vieux matériel roulant à de grosses compagnies citadines, dont aussi les 7200 chromés là, qui brillent, qui ont 58 ans. Hein. Et attention, qui dans les années 2000 ont été transportés depuis Tokyo en camion pendant 6 jours. Ouais. Sur notre route, à travers les champs de thé condamnés à finir dans les matchs à la thé des influenceurs voyage entre la carte SIM et le code promo, il y a la petite gare isolée de Kamiyo. Ici, à l'époque de la vapeur, un chef de gare a entassé des tanuki de Shigaraki achetés avec les donations des passagers. Mais, en 2003, un glissement de terrain emporta tout. Et depuis, les gens traversent le Japon pour revenir reformer ici le village de Tanuki. Bien évidemment, je reviendrai ici faire une vidéo plus tard, vous vous en doutez. Et en appréciant le jaune moutarde flamboyant des sièges du 7200, on remarque cette pub pour l'anime Yuru Camp. Ouais, il y a un arc de la série qui se déroule ici, sur ces lignes de train. Et ça commence au même endroit que nous, à la petite gare de Kanaya. La compagnie Oigawa, c'est 2 lignes distinctes. Là, on est sur la première, la ligne Oigawa, qui sert depuis 1925 à rattacher le monde réel de Kanaya à Senzu, au pied des montagnes. Et ensuite, depuis Senzu, ici, part la ligne étrange de Ikawa, l'héritière d'un chemin de fer industriel construit pour le développement hydroélectrique et les barrages. 一応その大井川鉄道の会社の社長さんがこの間なんかニュースで言ってたのがなんか2004年後ですね。2029年に向けてそれをこう2029年にその全線開通を目指したいっていう風に。Ouais, la fin de la première ligne est en ce moment coupée pile là où je dors, vers Aobe. Et ouais, les vieilles stations de bois restent silencieuses, hélas. お茶以外だとやっぱりSL とかトーマスが走ってる、まあ今ちょっと止まっちゃってるんですけど、僕がここに来た時はトーマスが
家の目の前を走ってて、トンネルの向こう側からこう汽笛が、ホイッスルがこうボーってこう鳴りながら走ってくるのはなんかすごくこうびっくりしたというか。ありがとう。遊びに来てください。Lui, c'est Shokichi. Il tient une des rares guest houses disponibles dans la région. On retrouve ici la situation typique de ce genre de ligne de train privé, comme d'hab. L'exploitation seule du trafic du peu d'habitants qui restent ne rapporterait pas du tout assez d'argent pour juste se maintenir. Alors du coup, ils exploitent aussi la ligne de façon touristique afin de ramener un peu plus de fonds. Et les locomotives Thomas, c'est des vraies vieilles locomotives, avant d'être redesignées en Thomas et compagnie. Tous ces potes, je connais pas leur nom. L'atmosphère, il fait trop beau et l'air sent trop bon, il y a les couleurs et tout, c'est vraiment trop bien. Et là, nous voici arrivés à Senzu, le point de départ de la ligne Ikawa. Et ouais, c'est super mignon ici. Il y a un onsen ici, juste en face de la gare. Ouais, Senzu a cette douce ambiance de petit village là, avec son onsen et ses 3 boutiques. Je suis devant la gare de Senzu, j'ai testé. En fait ici, donc à Shizuoka, ils font du thé. Ils font beaucoup de thé, du thé vert, du thé normal. Et à Kawanecho, ils font du thé vert aussi, quoi. Et du coup, ils font des glaces au thé de Kawane. Du coup, je goûte la glace. Et oui, le thé qu'on avait pu voir à la petite station de Kawane-Koyama dans la vidéo précédente. Ouais, je vous invite bien évidemment à aller la voir. Ouais, alors plus que goût de matcha, ça a vraiment goût de thé, quoi. Ça a vraiment goût de thé, le thé vert que tu fais, je sais pas, le sencha, quoi, tout ça, quoi. Donc ça a vraiment goût un peu amer de thé, mais en glace, c'est bon, j'aime bien. Le bâtiment de la gare, là, il est trop bien. Cet escalier orange et vert, là, pour manger une glace, c'est parfait. Et à l'intérieur de la gare, qui est bien dans son jus aussi, et un peu grand pour la fréquentation de maintenant, il y a sous vitrine plein de souvenirs ferroviaires. Et enfin, on découvre sur le quai, à côté des trains locaux en stand-by, on tombe nez à nez avec les fiers QH 600, voitures sans moteur qui dirigent la danse dans ce sens, et les Sulofeu 300, les voitures passagers ultra serrées, super compactes et rudimentaires. Ouais, et ce qui est marrant du coup, c'est que l'écartement des rails de la ligne Ikawa est conventionnel. C'est les trains en eux-mêmes qui sont designés pour être ultra compacts comme ça, à cause du terrain très escarpé, des tunnels qui sont très serrés. C'est les contraintes en fait de cette petite ligne de montagne. Et notre aventure commence ici, compactée avec les randonneurs et les mamies. Notre train rudimentaire s'élance, non sans bruit, secousses et balancements le long de la rivière Oigawa, direction les montagnes. Ouais, comme je vous disais, dès 1930, la compagnie Chubu Electric a commencé la construction de plusieurs barrages le long de la rivière. Et cette petite ligne de train, la ligne Ikawa, servait exclusivement à transporter du matériel pour la construction de ces barrages. Il y a des témoignages qui disent que de temps en temps, la compagnie tolérait de déplacer quelques habitants comme ça, mais pour rendre service. Au début de la ligne se trouvent les dépôts techniques du matériel roulant. Alors on est à Ryogoku. C'est le petit entrepôt de train qui est juste avant Senzu. Les choses sérieuses commencent au plus près de la rivière lorsqu'on croise le premier pont suspendu à la station Ryogoku. Et cet arbre est super beau. C'est pas celui-là que je cherchais. Celui-là, il fait pas très peur. Il est bien solide, quoi. Ouais, parce qu'il y en a un paquet de ponts suspendus. J'ai de moins en moins peur. Ça, normalement, je fais pas. C'est même une des occupations touristiques les plus populaires du coin. Et on en verra des plus flippants après dans la vidéo. Ça bouge un peu. Ça bouge beaucoup même. Ouais, c'est quand même un peu flippant en fait. Il y a en tout une douzaine de ponts suspendus sur tout le bassin et ils ne sont pas tous d'origine 100% touristique. Un certain nombre ont été construits pour faciliter la vie des hameaux dans la montagne et d'autres aussi pour l'exploitation des barrages. Non mais je suis trop chanceux, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Oui, en fait j'ai découvert un spot photo là, génial, mais trop tard. J'entends le train arriver de là-bas, mais bon, il va sortir ici là, par le tunnel. Là il va arriver là, il faudrait que j'ai une belle photo quoi. Bon, c'est pas parfait, mais je reviendrai. J'ai le spot maintenant. Ce n'est que partie remise.
À tout à l'heure. C'est là que j'aurais dû me mettre, je suis débile. Putain. C'est trop beau. Ah oui, c'est l'automne aussi. Une des meilleures saisons pour profiter de la ligne et de ses paysages. Quand on continue la route, on croise des petits hameaux qui ont poussé le long des années pendant les travaux. Et c'est pour ça que dès 1959, la ligne s'est ouverte au public officiellement pour presque devenir ce qu'elle est maintenant. Ouais, le trajet est toujours aussi chaotique et bruyant. On sent que le train galère, grince, et parfois même on doit s'arrêter par sécurité quand il y a de trop fortes bourrasques devant. Mais ouais, les paysages sont magiques et rafraîchissants. Au total, 15 grands barrages ont été construits sur tout le bassin de la Oi. Et pendant plusieurs décennies, toute la vallée a été transformée par l'exploitation hydroélectrique. Mais bien plus tard encore, un nouveau barrage est nécessaire et il va poser d'énormes problèmes. Car une partie de la ligne de train se trouve dans la zone qui doit être inondée. Il faut donc reconstruire le chemin de fer beaucoup plus haut dans la montagne pour atteindre la hauteur de ce nouveau barrage. Voici des archives de la ligne de train avant qu'elle soit engloutie. En 1986, les travaux débutent. Toute la vallée est inondée et le nouveau tracé ouvre en 90. Et c'est pour ça qu'on a dû construire une portion de ligne à crémaillère pour que le train puisse engager les 9% de dénivelé jusqu'à la hauteur du nouveau barrage. Et me voici arrivé justement à cet endroit, la gare de Apt Ichishiro. Ici, le train est attelé à la ED 90, locaux électriques spécialisés équipés de pignons à crémaillère. Bon, alors là, il ramène la loco spéciale ABT, enfin Apto. Apt, c'est un système de crémaillère en fait. Bon, pour faire simple, le principe de crémaillère repose sur un rail central denté, installé entre les deux rails classiques. Et le train lui-même, la locomotive en l'occurrence, est équipé d'une roue dentée, elle aussi, qui s'engraine dans le rail central. Ce qui permet de gravir des pentes plus fortes sans patiner. À ce jour, c'est la seule ligne de train à crémaillère encore en activité dans tout le Japon. On a des crémaillères en France aussi. Il y a le tram du Mont Blanc par exemple, mais moi celui que je préfère c'est le petit train de la Rune dans le Pays Basque. Du coup ici on peut débarquer le temps de voir la loco être attachée au reste du train. Voilà, c'est toujours une activité plutôt plaisante. Et on peut aussi acheter des daifuku à ce monsieur ici là-bas. Alors c'est des aptomochi, c'est des daifuku locaux, plus précisément des kashiwa mochi, qui sont faits artisanalement ici emballés dans une feuille de chêne de kashiwa. Et nous voilà partis enfin sur la crémaillère. On escalade vers les hauteurs, direction le grand barrage de Nagashima. Et c'est vraiment la section la plus impressionnante de la ligne. On voit petit à petit les étapes du barrage jusqu'à le découvrir enfin, l'énorme barrage de Nagashima. D'ailleurs, tiens, on va s'arrêter ici, à la station Nagashima Dam, ça veut dire barrage de Nagashima. Je vais vous montrer des trucs impressionnants et des trucs rigolos aussi. Petite surprise. Ici, à Nagashima Dam, la gare est une petite maison de montagne. Et là-bas, on peut distinguer la locomotive Apt qui redescend, qui retourne à la gare d'où on venait. Et on peut admirer l'immensité du barrage. Stockage total d'environ 78 millions de mètres cubes. Mais ce n'est pas une simple centrale hydroélectrique. Il a été conçu aussi pour contrôler les crues, fournir de l'eau potable et industrielle, soutenir l'irrigation et limiter les effets des périodes de sécheresse.
Voilà, il est super important pour toute la région. 308 mètres de béton. Tiens, au fait, est-ce que vous connaissez ça? Alors, je sais pas si vous étiez au courant, mais les barrages au Japon, c'est un truc. Genre, tu vas au barrage, genre, c'est stylé, quoi. Et ils ont fait une collection de cartes de barrage, voilà. C'est comme les cartes de plaque d'égout, sauf que c'est les cartes de barrage. Voilà. Depuis le barrage, maintenant, on peut rejoindre à pied le niveau de l'ancienne voie ferrée inondée. Bon, ça, c'est un tunnel qui fait peur. J'y vais. De toute façon, pour rejoindre la gare, l'autre gare, c'est obligé de passer par là. C'est un ancien tunnel de l'ancienne voie ferrée, je crois, de l'ancienne voie ferrée. Ouais, ça, c'est bel et bien un ancien tunnel de l'ancienne voie ferrée, converti en passage un peu flippant. Ouais, les locaux ont installé des dispositifs comme ça pour faire peur. C'est rigolo. Alors, premier degré, ça m'a fait peur hein, au début. Ce sont les Mystery Tunnels et il y en a 2 ou 3, je sais plus. Et à la sortie, on arrive au niveau de l'eau. On voit la ligne APT qu'on vient d'emprunter qui monte dans les montagnes. Et ici, c'est le terrain de camping de Nagashima. Voilà, un camp, bien évidemment, très bien mis en valeur par l'animé Yuru Camp. Bon, nouvel objectif débloqué quand même. En fait, ce camp de camping là, c'est le camp où campe Nadeshiko dans Yuru Camp, l'animé. Donc promis, je reviendrai camper ici et je ferai une vidéo, c'est obligé. En continuant à pied, je rejoins la gare APT où on était tout à l'heure, où le train se connecte à la crémaillère. Et j'en profite là pour vous montrer la gare. Oui, car je suis complètement fan de cette gare. Sa forme, son toit pentu, sa couleur brique un peu. Et c'est une petite gare accueillante avec des posters, des photos et son équinote, hein, bien sûr, dans lequel je vais dessiner si j'ai le temps. Voilà, j'ai un coup de cœur pour cette gare. Et on peut la voir dans Yuru Camp aussi. Ah, et je le promets, hein, dans le prochain livre, hein, il y aura une double page sur cette gare. Ne serait-ce que pour sa géographie, son esthétique, son importance technique dans la ligne. Et parce que dans le premier livre, j'ai consacré 3 doubles pages sur toute la ligne Oigawa et Ikawa, sans parler d'elle à un seul moment, et je m'en veux maintenant. Et le lien est en description hein, pour les livres. Allez, et cette ligne de train noyée, on va aller un peu mieux la voir maintenant. Dès les barrages passés, on ferme sa gueule et on profite de la vue. Alors qu'on survole le lac artificiel de Sesso, on s'approche petit à petit de la gare de Okuoikojo. Là, sur la gauche, on peut distinguer un pont de l'ancienne ligne de train inondée. L'atmosphère à Okuoikojo est unique. On se sent un peu en péril hein, au milieu de rien sur ce pont métallique. Le moyen de transport pour venir et repartir est plus que rudimentaire. Et le lac est immense. Hein. On est nous-mêmes hein, submergés par ces grands espaces autour. Mais les gens sont quand même là, tout simplement émerveillés et enthousiastes.
Maintenant, on comprend pourquoi la ligne passe par là. Sous nos pieds, en dessous du lac, se trouve l'ancienne vallée où passait le train. On a d'ailleurs la tristounette vision de cette ligne de train inondée. La ligne continue sous les roches ici. Et plus loin, on peut distinguer un tunnel. D'ailleurs, il y a plusieurs moyens d'aller faire un tour là-bas et de voir des trucs assez dingues. Mais j'ai jamais eu l'occasion de le faire, car c'est ultra dangereux, ouais. Faut genre passer des ponts comme ça. Et c'est pas conseillé de le faire tout seul. Et puis il y a aussi les délires de lâchage d'eau du barrage, etc. Donc c'est compliqué. Faut que je le fasse un jour. Mais j'aimerais bien ne pas le faire tout seul. Là-bas en hauteur, on voit le spot photo avec des gens. Ouais, le mieux c'est de monter là-haut en face pour la vue photogénique. Mais je vais revenir prendre mes photos finales un peu plus tard, dans quelques minutes. Mais tout d'abord, je reprends le train en sens inverse. Ouais, je rebrousse ce chemin, mais pas juste pour profiter de l'air frais et des vues. Même si le retour au point de départ peut paraître tristouné à ce moment, on peut aussi repérer des endroits qu'on essaiera d'atteindre plus tard. Mais maintenant, si je rentre, c'est pour vous montrer l'autre visage de la ligne Ikawa. Bon, je vous explique. Tout ce que j'ai fait ici, dans l'épisode précédent et dans cet épisode-là, c'est pas possible à faire en une journée. Surtout en train. Il y a trop peu de trains, il y a trop de choses, trop d'endroits où s'arrêter. J'ai fait ça en plusieurs jours et sur 2 années, automne 2024 et automne 2025. Dans l'histoire, justement, j'ai utilisé une voiture à certains moments. Et si vous avez une voiture ici sur le bassin d'Oigawa, vous avez accès à plein d'autres endroits, comme par exemple Sumatakyo Onsen. Alors pour y arriver, faut piloter un peu. Comme d'hab, les routes de montagne, il n'y a pas toujours la place pour 2 voitures. Ma route à moi était bloquée, j'ai suivi la route et ça m'amène à la vallée de Sumata. Donc, je vais voir ce que ça donne. Alors Sumatakyo, c'est par là, sur ce bras de rivière à gauche. Ils se font aucun effort, quoi. C'est vraiment des fils de mecs passés, là. Je me suis collé contre la roche, quoi. Voilà, c'est un petit village thermal, rempli de vieilles auberges et de vieux magasins qui ont arrêté d'évoluer dans les années 80. Allez hop, je sélectionne ce parking. Ça ressemble à une vieille station thermale traditionnelle. Mais elle n'est pas si ancienne que ça. Et même ici, à Sumatakyo, le tourisme thermal est lié au barrage. Il y avait une première source utilisée au 19e siècle, mais elle a été inondée par la construction des barrages. Une nouvelle source a été découverte dans les années 60, et dès lors, des petits commerces se sont installés pour former cette petite rue jusqu'au parcours de randonnée. Il faut vraiment y être pour le sentir, quoi. Avec ce vent qui se lève là, c'est dingue. L'air est trop bon, l'air est chaud là. Il fait froid, mais il y a espèce d'air chaud là, une odeur de forêt d'automne, c'est tellement bien, quoi. Et là en fait il y a plusieurs Tsudibashi qui partent, donc je vais faire ce Tsudibashi. J'avais dit que je voulais faire les Tsudibashi, je vais faire les Tsudibashi. Tsudibashi, c'est pont suspendu, je précise. On passe des tunnels qui sont en fait des anciens tunnels d'une ligne de train forestière. Plus on s'approche du barrage et du pont, plus le vent souffle fort et maintenant il va falloir traverser malgré le vent. Tout ceci, c'est le lac artificiel d'un autre barrage, le barrage de Homa que je vous ai montré vite fait juste avant. Lorsque la vallée a été noyée, l'ancien chemin a disparu et ce pont suspendu a permis de maintenir le passage. Ça va quand il n'y a pas de vent. Il y a même le barrage là-bas. Oula, il y a du vent. Vite, mon téléphone à 1000 €, hors de question. Oh, c'est beau en dessous. Oui. C'était à la base un ouvrage pratique au milieu d'un chantier industriel qui est finalement devenu une attraction touristique et une des plus célèbres de la région en plus. À Sumatakyo aussi, les touristes ne viennent donc pas découvrir une nature intacte.
Ils sont venus admirer un paysage transformé par les barrages, puis réapproprié par les habitants, avec les auberges, des bains, des restos. Bon, c'est bien, c'est trop beau, on est trop bien là. Ouais, franchement, c'est exactement le genre de tourisme que j'aime. Ici, je me suis acheté un gohei mochi. C'est de la pâte de riz collée sur un bâton avec de la sauce tare. Il y a beaucoup de sauce. Et j'ai aussi acheté une patate grillée au monsieur qui tient le parking avant de rentrer vers mon dernier objectif. Ouais, je dois prendre mes photos finales pour le prochain livre. Et c'est parti, on commence ici. J'ai rencontré un Toritetsu amateur que j'ai pris avec moi en voiture vers mon spot découvert la veille. Cette fois-ci, pas droit à l'erreur. Pas mal. Ensuite, on est reparti vers Okuo-Ikojo. On est monté au spot. Et voilà, hein, c'est dans la boîte. Hein. Bon, et la réponse à la question « Pourquoi il y a une gare ici ?» Eh bien, dès que les travaux de la ligne commencèrent, on remarqua que le tracé passait par ce petit bout de terre. Donc, ils ont directement pensé à en faire un point d'observation. C'est ainsi qu'est né, des hasards de l'industrie hydroélectrique, la gare de Okuo-Ikojo, un des spots les plus incroyables du Japon. Pour finir mon séjour, j'ai été manger un dame curry. C'est un curry japonais mais qui imite la forme du barrage de Nagashima. L'œuf représente la gare de Okuo-Ikojo et la crevette panée représente le pont au-dessus de l'eau, voilà qui me faisait peur. Le barrage étant bien sûr formé par le riz. Et c'était super bon, hein. De toute façon, mes excursions à Oigawa m'ont à chaque fois, au final, énormément réconforté mon kokoro. Et donc merci d'être resté jusqu'au bout, venez à Oigawa, c'est génial. Retrouvez tout ça bien évidemment dans mon livre, le lien est en description. Regard sur le Japon, le livre des plaques d'égout est disponible à la commande. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, likez, partagez surtout, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un train très spécial et une vidéo très spéciale. Je vous en dis pas plus, allez, bisous.